Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue et surtout bienvenue à mon invité du jour, un invité de marque. Je suis ravie de l'accueillir, Guy Mardel. Bonjour. Ça va ? Très bien. On est vraiment très touchés de vous avoir avec nous. Je suis ravi aussi. Et alors j'aurais pu vous faire une émission Alabama consacrée à votre art, parce que vous êtes chanteur, compositeur, vous avez été producteur de télévision, vous avez de multiples casquettes. Mais vous avez préféré faire une Alia Story parce que je crois que c'est un moment charnière de votre vie. Vous êtes en Israël depuis 15 ans. Oui, c'est pas un moment charnière, c'est l'aboutissement d'une vie en fait. Je pense que tout juif doit finir, enfin, le plus vite possible, même en début d'année, de vie, à venir en Israël. Voilà, parce que c'est le but d'un juif d'être en Israël. Donc moi j'ai mis plus de temps que les autres. Ça, chacun son chemin. Voilà, donc j'ai fait mon chemin et puis grâce à Dieu je suis arrivé là. Oui. Arrivé à bon port, on va dire. Ouais. Alors vous habitez à Jérusalem. Aujourd'hui, vous consacrez plus de temps à l'étude qu'à la musique. Ouais. On peut dire ça comme ça. Oui. Mais ça s'est fait petit à petit parce que moi même au niveau de la teshuva, je suis pas le fou de Dieu qui devient du jour au lendemain grande barbe et chapeau, etc. Je pense que pour réussir une teshuva, il faut la faire vraiment intégrer toutes les notions, petit à petit, c'est un cheminement. Et comme ça, les fondations sont beaucoup plus solides et puis on risque moins de patiner à un certain moment et de partir ailleurs. Dans le fossé. Bon, alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher quand même de faire un petit retour arrière sur votre carrière, c'est sûr. L'occasion était trop belle de ne pas le faire. Non, et puis ça donne du poids en plus au fait que j'ai tout laissé pour venir en Israël, parce que c'est vraiment une volonté. Une vraie décision. C'est une vraie décision, c'est pas parce que les choses ne vont pas bien, parce qu'on ne travaille plus en France, ou parce qu'on n'a plus de boulot, ou parce que on a divorcé, parce que voilà. Et alors à ce moment-là, on dit allez, on va partir, et puis bon, finalement, ça sera mieux au soleil qu'ici, la galère. Non, c'était une décision voulue et souhaitée. Alors, vous êtes parti, on va dire en 2003. Vous étiez à l'époque vous étiez à la tête, on va dire, d'un établissement très connu qui s'appelle le Chorus Café, s'appelait le Chorus Café, parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Malheureusement, non. Voilà. Enfin, malheureusement. Oui. Ça a duré très longtemps, cette affaire. Ça a duré 25 ans. 25 ans. Alors que vraiment tout le monde, lorsque j'ai créé le Chorus Café, tout le monde pariait que j'allais me casser la figure au bout de 3 mois. Les plus généreux me donnaient 6 mois. Et y compris les banquiers d'ailleurs qui n'ont pas voulu me suivre dans cette opération. Il a fallu que je prenne des risques qu'aujourd'hui je ne prendrais pas. Mais j'étais tellement sûr que ce concept allait marcher et que ça ne pouvait pas ne pas marcher, parce que c'était le prolongement aussi de toute l'expérience que j'avais eue pendant 45 ans de chansons dans ce métier. Je savais que c'était un endroit qui serait incontournable, parce que c'était un besoin vraiment du public d'avoir ce que j'ai fait au Chorus Café. On va en parler. Ça a duré de 86 à 2006. C'était un espèce de piano-bar où alors on voyait le tout Paris débarquer. Alors il y en avait pour tous les goûts. Il y avait des artistes, des musiciens. Il y avait une ambiance folle. Des jeunes, des moins jeunes. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. On pouvait manger aussi. Ouais, il y a plein de gens qui se sont mariés grâce au Chorus Café. Ouais. Parce qu'il y avait des soirées de fudge aussi, on en faisait beaucoup. Et il y a plein de gens qui m'ont dit je me suis marié au Chorus Café, j'ai rencontré mon mari, j'ai rencontré ma femme au Chorus Café. Il y a des gens qui qui arrivaient aussi, a priori on voyait bien qu'ils étaient qu'il venait d'y avoir un grand orage à la maison
Et ils arrivaient avec la tête comme ça, et puis ils repartaient bras dessus, bras dessous, avec le sourire. Et c'était un endroit de bonheur. Très festif. C'était un endroit de bonheur. C'était la fiesta. Et très clean, parce que c'était un endroit de nuit. Et au début, on avait la mondaine qui venait nous, comme dans tous les établissements ouverts la nuit, qui venait voir si tout se passait bien. Et au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il venait pour prendre un pot avec moi parce qu'on était devenus copains, mais on n'a jamais sorti une personne bourrée du chorus. Jamais. C'était pas le genre de la clientèle. C'était vraiment très, très clean. Et les gens venaient pour faire la fête. Bon, alors, on est là, bien évidemment, on va en parler, on va y revenir sur ces soirées endiablées, on va dire, en tout cas, très joyeuses, gaies, avec beaucoup il y avait des stars aussi au Chorus Café, il ne faut pas l'oublier. Mais on va quand même revenir par le moment où tout a commencé, c'est-à-dire tout de suite, je crois qu'on va écouter quelque chose qui va rappeler des souvenirs à beaucoup. N'avoue jamais, 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 oh non, jamais. N'avoue jamais. Alors évidemment, on entend, pendant qu'on parle, on peut laisser la musique, hein, c'est un plaisir. Donc on est en 1969, c'est non, ça 65, pardon. Autant pour moi, 1965, mais oui, puisque c'est l'année de l'Eurovision. Voilà. Que contre toute attente, malgré ce que l'on croit, vous ne gagnez pas. Non, j'ai pas gagné l'Eurovision. J'ai fait le succès de l'Eurovision, mais de cette année-là. Mais parce que tout le monde connaît la chanson. Mais j'ai pas gagné parce que j'étais pas aussi jolie que France Gall. et voilà, donc elle est passée devant et puis. Oui, parce que vous représentiez la France. Moi, je représentais la France. Elle représentait le Luxembourg. Et elle a gagné avec Poupée de cire, Poupée de son. Chanson de Gainsbourg. Pas mal non plus, hein. Très bien. Ok, alors après tout s'emballe, j'imagine. Ouais, non, pour moi, en fait, c'était pas prévu dans mon plan de carrière entre guillemets d'être chanteur parce que je faisais des études de droit à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais fait un deal avec mon père, Cyril Eblaha, qui voulait, qui m'a laissé faire vraiment comme je voulais, mais qui m'a dit à une condition, c'est que tu termines tes études de droit. Et j'ai dit, je te promets que je terminerai les études de droit. Mais malheureusement et heureusement, l'Eurovision est arrivé quand j'étais en 2e année de droit. Il en restait encore 3. Enfin, la 2e et la 3e et 4e année, parce que c'est la première fois que la licence se faisait en 4 ans à l'époque. Donc je me suis retrouvé en tournée avec Claude François pour préparer l'Eurovision parce que j'avais aucune connaissance de la scène. Je savais pas ce que c'était un micro, ce qu'était un public. Donc il fallait mettre les bouchées doubles. Mais comment vous êtes arrivé là ? Qui est venu vous chercher ? Vous savez, on croit, il y a peut-être 20 ou 30 ans, si j'aurais fait cette interview avec vous, j'aurais dit c'est le hasard, c'est une question de hasard. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ça parce que c'est vraiment Mina Chamaïm, c'est vraiment c'est HM. Quand on regarde derrière, tout est balisé et les rencontres sont tellement impensables que finalement ça vient bien de là-haut. Alors qui est venu vous chercher pour alors voilà, moi j'étais étudiant en droit, j'avais une petite copine qui était la nièce d'un gros éditeur français. Okay. Et à l'époque, j'avais monté, comme beaucoup d'étudiants en France ou ailleurs, on avait monté un petit orchestre de jazz avec des copains. Je jouais du piano et on répétait dans une salle dans une salle qui appartenait à une maison des jeunes de la culture à Neuilly. Et ils nous prêtaient une salle et puis on avait fait un deal avec eux de jouer le samedi soir. D'animer leur soirée, quoi. Ouais, d'animer une soirée par mois ou un truc comme ça. Et on s'est très vite aperçu que le jazz, ça branchait pas. On était en 64 à l'époque. Et le jazz ne branchait pas beaucoup les jeunes. Et c'était vraiment le début de Richard Anthony, des Platters, etc. Et on a commencé, de Johnny, et on a commencé à chanter des chansons. Et le seul qui pouvait dans le groupe chanter, qui chantait juste, c'était moi.
Donc je me suis mis à écrire, à chanter. Et puis, comme je voulais moi faire aussi une carrière, j'aurais aimé faire une carrière d'écrivain, j'aurais aimé écrire des bouquins. Donc je me suis mis à écrire des chansons. Et les paroles aussi. Je faisais les paroles et la musique à l'époque, mais c'était très très mauvaises paroles. Et ma petite copine, elle me dit, mais tu devrais voir mon oncle et ma tante. Bon, un jour, je suis allé les voir. Et j'ai eu le coup de foudre. C'était quoi comme édition, on peut le dire ? C'était les éditions Salvé. Ok. Voilà. J'ai eu peur de ne pas plus me rappeler. Oui, non. Et donc, c'était des grosses éditions. Et j'ai eu un coup de foudre pour cette femme qui avait fait du droit dans sa jeunesse. Et donc, on parlait pas de musique, on parlait de droit. Elle me dit, qu'est-ce que ça fait du bien parce que c'était le début des yéyés. Donc, elle me dit, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir parler d'autres choses que oyé, oyé, oyé avec mes artistes. Donc j'allais souvent les voir. Et là, j'ai connu un homme qui était merveilleux, qui faisait les copies des chansons de l'édition, qui s'appelait Bernard Kessler, et qui a fait les arrangements de N'avoue jamais, pour la faire courte. Donc, et puis j'ai rencontré aussi là-bas un auteur merveilleux qui s'appelle Ralph Burnett, qui a écrit des centaines de chansons pour Johnny, pour Eddie Mitchell, pour beaucoup. C'était un gros auteur à l'époque. Et on s'est tout de suite aimés et on a écrit des chansons ensemble. Et voilà. Et un jour, je montrais une chanson que j'avais faite avec Ralph Burnett, à Madame Salvé. Et elle me dit, tiens, justement, j'ai quelqu'un ici. J'aimerais que vous lui montriez ces chansons. Je dis, mais non, c'est comme ça, je les ai faites comme ça pour moi. Elle me dit, bien. Et donc, elle fait rentrer ce grand mec blond, machin, etc., qui écoute, et qui me dit, extraordinaire, il avait un fort accent américain, et c'était Lee Hallyday, l'oncle de Johnny, qui était producteur chez Philips Polydor. Et voilà, j'ai fait un premier disque très mauvais, parce qu'il voulait que je chante un peu yéyé. Donc j'avais eu des super arrangeurs, le meilleur arrangeur, les meilleurs musiciens, etc. Non, j'en ai vendu à mes parents qui étaient fous de joie, c'est tout. Et j'ai eu la chance, parce que j'avais signé un contrat, et j'ai eu la chance d'avoir un mec formidable qui était le patron de Polydor à l'époque, qui s'appelait Meyerstein, et qui m'a rendu mon contrat. Et donc je me suis retrouvé libre, parce que c'était pas ce que je voulais faire. Si je devais faire quelque chose, je voulais pas le faire. C'était pas ça. Et j'étais quand même frustré parce que je savais que je pouvais faire autre chose et qu'on m'avait pas donné cette possibilité de le faire. Donc j'ai continué à écrire des chansons avec Ralph, et une chanson qui lui a semblé être bonne pour faire un disque, et j'ai demandé à mon papa, qui devait m'acheter une voiture parce qu'on habitait Versailles. Au lieu de la voiture, il va falloir payer l'enregistrement. Et c'est là qu'a eu lieu le deal avec mon père, qui m'a dit, d'accord, je te donne l'argent de la voiture, tu continueras à prendre le métro et le train, parce qu'on habitait Versailles, mais si tu continues, si ça marche, on verra le problème, si ça marche pas. Et donc j'ai dit ok, on a fait le premier disque, sans maison de disque, sans producteur. Non, c'était pas N'avoue jamais. Non, c'était une chanson qui s'appelait Si tu n'y crois pas. D'accord. Et qui a cartonné parce que on a fait venir le patron d'Europe numéro 1, qui était la grosse radio à l'époque, bien sûr, toujours. Avec Salut les copains, oui, mais il y avait Salut les copains, etc. C'était un gros truc pour les jeunes. Et il montait sa maison de disques, qui était les disques à Z, et il avait besoin d'artistes. Donc il est venu au studio, il a écouté cette chanson, il est devenu fou de la chanson. Et on a sorti le disque, en 2 mois, on a vendu 300 000 disques. C'est énorme pour l'époque. À l'époque, c'était vraiment le début. Ouais. Donc c'est une chanson qui a cartonné. Et voilà, et on a préparé le deuxième disque, et après le succès de Si tu n'y crois pas. Et je me rappellerai toujours, parce que j'étais dans un des studios d'Europe 1, avec toute l'équipe.
Et parce qu'entre-temps, j'avais fait des télés avec Si tu n'y crois pas, et il y avait un monsieur qui a téléphoné parce que j'étais mineur. Mais oui, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et donc, parce qu'après toi, l'Eurovision, vous n'aviez que 19 ans. C'était 21 ans à l'époque, la majorité. Et puis donc, ils ont appelé mes parents pour les rencontrer. Et il dit, je veux m'occuper de lui. Et c'était Paul Lederman, qui était producteur impresario de Claude François. Donc on se retrouve dans le studio d'Europe numéro 1, je leur montre des chansons pour le deuxième disque. Ils trouvent rien de spécial, de bien. Il faut que tu travailles encore, on n'est pas prêt encore pour faire le deuxième disque. Et ils étaient sur le pas de la porte. J'ai dit, j'ai une autre chanson que je viens de terminer, ça vaut ce que ça vaut. Il dit, bon, on verra ça. J'ai dit, non, je vous la joue. Ils étaient devant la porte avec Lucien Maurice et Paul Lederman. Et je leur joue « N'avoue jamais, 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 jamais ». Il y a une sorte de cataclysme que j'ai senti dans le studio. Ils sont revenus au piano. Ils m'ont dit « Rejoue, rejoue, rejoue ». J'ai rejoué la chanson 7 ou 8 fois. Ouais. Lucien Maurice m'a dit « On a le tube ». Et Lucien, immédiatement, a dit « J'ai une idée ». Et parce que c'était un homme très drôle. C'était un Ashkénaze qui avait plein d'humour. Et qui dit ça va être très très fun, comme il est artiste Europe numéro 1, on va essayer de faire représenter cette chanson pour la France par l'ORTF. Donc on aura l'ORTF et Europe 1, et ça sera là une première. Et là je comprenais pas du tout ce qu'il faisait. Je dis bon d'accord, ok, faites comme vous voulez. Ça. On a fait la maquette. C'était la grosse. Et un jour, moi je revenais de la fac, j'étais à Versailles, coup de téléphone, Paul Lederman qui me dit la chanson est prise. Tu vas représenter la France à l'Eurovision. La chanson va représenter la France à l'Eurovision. Et donc, on va rencontrer les gens de l'ORTF. Donc, on les a rencontrés. Quand vous dites la chanson, ça veut dire quoi? C'était pas sûr c'était pas du tout moi. C'était ma chanson qui devait la chanter. Et donc, on se retrouve avec Françoise Dorin qui avait écrit les paroles de la chanson et Paul Lederman dans le bureau de ce monsieur à l'ORTF pour décider quel est le chanteur qui va chanter. Et moi, l'inconscience de mes 19 ans, je dis, mais c'est moi qui vais chanter la chanson. Elle me dit, mais c'est pas possible, parce qu'on veut... Déjà, il gagnait pas l'Eurovision. On a besoin de redorer notre blason, de gagner. Je dis, mais moi, je vous promets... Que je vais gagner. Non, je n'ai pas dit que j'ai gagné, je dis qu'on sera dans les 3 premiers à l'Eurovision. Mais ils étaient toujours à la traîne, ils étaient 7e, 8e, 15e, 20e. Donc déjà 3e, ça aurait été un gros succès pour eux. Et j'étais tellement persuasif. Il me dit, mais vous connaissez pas la scène, vous êtes trop jeune dans le métier pour représenter la France à l'Eurovision avec des centaines de millions de téléspectateurs. Surtout qu'à l'époque, il y avait une seule chaîne. C'était le passage obligé de tout le monde s'ils voulaient regarder la télé. Et donc, vous avez insisté, ils vous ont pris. Mais j'ai dit, mais non, mais moi je fais de la scène depuis l'âge de 5 ans. Je suis menti, que Dieu me pardonne. Mais bon. Ça a marché. Et j'étais tellement persuasif que ça a marché. Et donc, mais après, je suis sorti de là, je tremblais comme ça, parce qu'il a dit, d'accord, c'est vous qui représentez la France. Je regarde Paul Lederman. Il devait être vert, Paul Lederman. Paul, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, mais tu pars demain en tournée avec Claude. Et je suis parti en tournée. Donc, on a fait 3 ans de tournée avec Claude François. C'est ça, on va écouter tout de suite une chanson de Claude François. Même si tu revenais, ça doit vous rappeler des souvenirs. Donc c'est Paul Lederman qui était l'agent de Claude François qui vous a dit, allez, on va te dégrossir directement avec la star du moment. Voilà, et puis quand il y avait des périodes de break de la tournée, je faisais du cabaret chez Patachou tous les soirs. Et puis voilà, donc je me suis retrouvé un peu plus armé à l'Eurovision. C'était comment de travailler en première partie de Claude François, la vedette américaine, comme on disait à l'époque? J'ai commencé même vedette anglaise, c'est-à-dire que j'ouvrais presque le rideau. Et après, je suis passé en américaine. Claude François était quelqu'un d'extraordinaire. Il a été témoin à mon premier mariage aussi, donc on était très amis. C'est touchant parce qu'avec tous les films qui sont sortis sur lui, les biographies, le montrant comme un personnage terrible. Moi, c'était quelqu'un que j'ai aimé beaucoup
avec toutes ses failles, toutes ses faiblesses, et qui est compensé par une agressivité ou que les gens pouvaient dire qu'il était odieux avec eux, etc. Et moi, ça s'est toujours immensément bien passé parce que, comme j'avais autre chose à faire, parce que je vous ai dit, dans les coulisses, je faisais mes travaux pratiques par correspondance pour mon droit. Donc, j'avais pas le temps de rentrer dans des considérations show business, quoi. Et il y a des périodes où on était très, très, très amis, où on déjeunait ensemble, où on dînait ensemble, etc. Et puis après, il me parlait plus, il me disait même pas bonjour. Donc, moi, je le laissais. Puis au bout de 12 jours de tournée, il me dit, il rentre dans la loge, il me dit, mais Mardel, tu me dis pas bonjour. Je dis, mais je te dis pas bonjour parce que tu me dis pas bonjour. Il dit, bon, on dîne ce soir ensemble. Et puis après, c'était de nouveau une lune de miel de 10 jours, 15 jours, où il m'a appris les bons vins, les bons cigares. Enfin, c'était un mec formidable. Ouais. Et puis en plus, sur le plan métier, j'ai beaucoup appris avec lui. Qu'est-ce que vous avez appris de lui ? La précision, de veiller au moindre détail. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y avait pas d'à peu près dans son. Tout était chronométré, tout était précis. C'était une bête de travail. Je pense qu'il aurait fait énormément de choses s'il avait continué à vivre. Sûrement. Il se serait bien adapté au métier. Il faut pas oublier que quand il est parti, ça a été lui qui a lancé quand même le disco avec Alexandrie. Il n'a pas vu le succès de Alexandrie. Il n'a pas connu le succès. Non, il n'a pas connu le succès. Il est parti avant. Mais c'est quand même une grosse chanson. C'est une des premières chansons françaises où on dansait dans une discothèque. C'était important, Claude François. Mais alors justement, vous l'avez connu au tout début, quoi. Et puis il adorait les Juifs. C'est vrai ? Ouais. Ah, ça, c'est moi. Il me dit, j'ai qu'un seul regret dans ma vie, c'est de ne pas être né juif. C'est vrai. Ouais, il me l'a dit en tête à tête. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Alors justement, vous l'avez connu dans les années 64-65. Là, vous me parlez d'Alexandrie, on est au moins 10 ans après. Vous aviez des contacts encore ou pas du tout ? Oui. Il vous demandait conseil parce qu'il savait que vous étiez quand même compositeur ? Non, pas jusque-là. Non, il demandait des conseils à personne. Non, parce qu'il n'en avait pas besoin. Ouais. Il savait très bien ce qu'il voulait. Non, mais on se voyait de temps en temps et c'était toujours avec beaucoup de plaisir. Ouais. Alors, l'Eurovision passe, on est en 65. Vous ne gagnez pas, mais vous êtes deuxième. Troisième, en fait. Parce qu'il y a eu un vote que j'appelle les votes politiques. Vous savez, les chansons qui sont absolument nulles et avec des chanteurs nuls, Okay. Mais ça représente quelque chose, le bloc scandinave ou je sais pas. Oui. Alors donc voilà, il y a eu une chanson qui s'est glissée. Mais normalement, vous étiez deuxième au comptage. Ouais, j'étais deuxième. Bon, en tout cas, vous avez cartonné avec ce titre qui s'est vendu, je sais pas combien de milliers d'exemplaires. 3 millions. Voilà, 3 millions. Vous l'avez chanté toute votre vie, cette chanson. Bah oui, c'est votre carte de visite. C'est la carte de visite. À un certain moment, j'en avais un peu honte parce que quand je faisais des télés, c'était toujours n'avoue jamais, n'avoue jamais, n'avoue jamais. J'ai fait autre chose que n'avoue jamais. Le problème, c'est que la France vous met des étiquettes et c'est très difficile. Combien de chansons vous avez composées ? Je sais pas, peut-être 300, 400. Ouais. Je sais pas. Mais donc les étiquettes, c'est important et bon, j'en ai bénéficié un petit peu parce que après l'Eurovision, on a voulu me demander de représenter la France pour d'autres festivals. Mm-hmm. Donc je les ai faits et ça m'a ouvert des portes formidables parce que j'ai fait des galas dans ces pays-là. Vous êtes parti au Brésil. Donc j'ai gagné. D'abord j'ai gagné le festival de Barcelone. Ouais. Et comme je parlais l'espagnol que j'avais appris à Oran. Et oui, parce que vous êtes oranais, il faut quand même le préciser. Ça va faire plaisir à tous les oranais qui nous écoutent. Voilà. Ouais, mais en général, eux le savent. Les gens le savent. Mais bon, ceux qui le savent, les oranais pour le les savent. Autres qui ne sont pas oranais, qui ne le savent pas, voilà. Et donc, je parlais couramment l'espagnol. Et quand je suis arrivé la première fois pour faire une interview en Espagne, je parlais couramment l'espagnol à l'époque. Et ils m'ont adopté comme un artiste espagnol. Et donc, j'ai fait beaucoup de scènes, j'ai fait des arènes à Malaga, à Madrid. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup travaillé en Espagne. Et après, j'ai fait le festival de Rio, que j'ai gagné aussi.
avec une chanson qui n'a pas été du tout un succès en France, mais qui a été un gros succès là-bas. Donc j'ai fait des galas en Amérique du Sud, en Argentine. Enfin bref, vous avez... Après j'ai fait le festival de Tokyo, où j'ai gagné le prix de la presse. Et donc je fais aussi beaucoup de galas au Japon. Et pendant ce temps, vous continuez à composer des titres. Vous avez écrit, on l'a dit, plus de 300 chansons, voilà, pour vous, pour d'autres. Oui, j'écris pour Sylvie, pour Noël Cordier, enfin pour Jean-François Michael. Oui, c'était mon métier. Donc je baignais dedans 24 heures sur 24. Alors Primavera, c'est ma Primavera, c'est à cette période-là. Mais alors après, le problème, c'est que... Vous revenez en France après 3 ans pratiquement. Je faisais 200 galas par an, mais à l'étranger, c'est beaucoup. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, donc on ne voyait pas tout ça. On nous considérait un petit peu comme ce qu'on voit actuellement, mais ce qui est vrai. Parce que 15 ans après, on voit que les artistes, les artistes comme Hervé Villard, Pascal Danel, je ne parle pas des Johnny et des Eddie Mitchell, sont restés, ont perduré. Mais à l'époque, comme on vivait le temps présent, on était un peu Kleenex, un peu la génération Kleenex. On prenait les chansons marché, et puis on parlait plus de vous. Et puis il y avait un autre yéyé qui arrivait, etc. Donc quand je suis revenu, c'était beaucoup plus difficile parce que les gens ne voulaient pas On a quelle période à ce moment-là ? C'était 69, 70. C'est ma Primavera, c'est juste avant ? 71. Ouais, c'est là. On va l'écouter. Elle a bien marché, celle-ci aussi. Ouais. Elle était sympa, cette chanson. Claude François aurait pu la chanter. Exact. Il vous a inspiré ? Ouais, à l'époque, oui. C'était un petit clin d'œil amical. Oui. Ouais. Sympa à écouter. Mais c'est vrai ? Tes cheveux sentent bon, le sucré, le bon. C'est la Primavera. Ben voilà. Du live en plus. Alors, donc là, on va dire qu'on est en 71. Ouais. Et ça marche moins bien après ça, quoi. Ouais. Et moi, je voulais pas que ça marche plus parce que j'adorais mon métier et que c'était complètement injuste. Et j'ai toujours détesté l'injustice. Mais c'est vrai qu'il y avait des contingences qui étaient que vous passiez pas en radio, donc vous n'aviez pas de télé, vous faisiez pas de télé, vous faisiez pas de gala, vous faisiez pas de gala, donc les gens ne vous voyaient pas. Donc si vous voyez pas, ça n'intéresse plus les radios de vous passer. C'est vrai ce que vous donc dites, mais ça changeait en même temps. En 71, on était à la veille de l'arrivée de Berger, France Gall, qui sont arrivés, on va dire en 74, comme ça. Ouais. Les temps étaient en train de changer. Ça changeait aussi, donc il y avait moins d'impact des yéyés, entre guillemets, etc. Et moi, je pensais pas être vraiment un yéyé parce que dans ma tête j'étais pas yéyé. Et j'ai alors, dit vous êtes de la génération de excusez-moi de vous couper, mais vous êtes de la génération, on va dire, de Françoise Hardy. C'était à peu près la même époque. Il y en a eu d'autres aussi, Michel Delpech. Alors Françoise Hardy, Delpech c'est plus tard, un peu plus tard, mais Françoise Hardy c'est vraiment en même temps que vous. Et elle aussi, elle a connu cette baisse de régime, mais elle a fait appel à Berger. C'est lui qui l'a aidé à remonter la pente. Mon problème, c'est que j'ai toujours voulu faire mes bêtises tout seul. Et j'ai raté des occasions, mais finalement, c'était pas, je les regrette pas. Johnny Stark, qui était le producteur manager de Mireille Mathieu et de Delpech à l'époque, voulait me prendre dans son écurie. Mais seulement, il m'a dit, je te contrôle du début, du moment où tu te réveilles, jusqu'au moment où tu te couches, et je décide comment tu t'habilles, comment tu manges. Et j'ai dit non, parce que c'était pas mon tempérament. Mais c'est sûr. Et il voulait que je fasse la vedette américaine de Mireille Mathieu, qui était énorme à l'époque. Et donc, j'ai refusé, et c'est Delpech qui a pris ma place. Et lui, donc, il s'est servi de ça après pour faire sa carrière en solo. Et voilà, donc il y a eu plein de choses mais j'ai préféré être
celui Toujours qui contrôlait son destin, en sachant que, bien sûr, qu'au-dessus de moi, il y avait... Ah, ça commençait déjà alors. Non, oui, parce que j'étais toujours très, très spirituel. Ah, vous n'étiez pas pratiquant, vous n'étiez pas spirituel, Israël n'était pas au programme. On était chez mes parents, on était traditionnalistes, ils faisaient Shabbat. Ah, quand même. Mon père allait à la synagogue, mais très... pour des Oranais, faire Shabbat à l'époque, c'est pas mal. Ouais, je crois qu'en connaissant beaucoup d'Oranais aujourd'hui, et quand sont venus les enfants, les petits-enfants et tout ça, je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on était à l'ouest, à Oran et en Algérie. Vraiment à l'ouest. Donc voilà, donc je voulais montrer que j'étais quelqu'un du métier et m'imposer comme ça. Et j'ai eu une chance formidable, c'est qu'à ce moment-là, j'étais très copain avec un monsieur formidable qui s'appelait Roland Dordain, qui a pris qui était patron de France Inter à l'époque, de la radio, et qui a été nommé comme patron de la première chaîne de l'ORTF, qui à l'époque, je crois, était la seule, parce qu'il y avait le début de l'antenne 2, de la 2. Et Roland connaissait mon côté créateur, etc. Et quand il a pris ses fonctions de président de la chaîne, il m'a appelé, il m'a dit « Guy, j'ai besoin de toi, parce qu'il y a une émission qui est poussiéreuse et dont je veux me débarrasser, qui s'appelle... je ne sais plus comment ça s'appelait. Une émission de variété, on va dire. Non, qui s'appelait... C'était une émission de Raymond Marcillac. Je crois que c'était Télé Dimanche, ou un truc comme ça. Qui était une émission de sport et de variété du dimanche après-midi. Il me dit, je veux donner un coup de jeune à la chaîne et je sais que tu peux trouver une idée. Et donc, travaille dessus et tu m'appelles. Donc, vous êtes lancé dans la production. Donc, il m'appelle. On va dire ça comme ça, parce qu'on ne peut pas tout raconter dans les détails. Ouais, mais... Et donc, moi, ça m'excite. Ça m'excite parce que je dis, voilà, peut-être, il y a quelqu'un qui croit en moi. Donc, je vais essayer de trouver une idée. Et j'ai trouvé l'idée que j'avais déposée à l'époque, etc., qui s'appelait Le Sport en Fête. Le Sport en Fête, qui était une émission sport et variété. Avec donc j'étais producteur de toute l'émission et il y avait la participation du magazine des sports qui a nommé dans mon émission un journaliste qui s'appelait Pierre Cangioni, qui faisait toute la partie sport. Il y avait Jean Eskenazi, qui était journaliste à France Soir, qui faisait plus les interviews des sportifs. Il y avait Juliette Boiriveau, qui venait de créer Cosmopolitan pour le journal. Toute une effervescence. Donc, toute une équipe formidable, et avec un réalisateur que j'ai pris, qui était assistant réalisateur et qui faisait des petites réalisations d'émissions formidables qui s'appelaient Dim Dam Dom à l'époque, des émissions je ne sais plus comment ça s'appelait. Bon. Il avait beaucoup de talent, et je lui ai dit, tu vas réaliser mon émission. Il me dit, je sais pas ce qu'est une variété. Hein, je sais pas. Je dis, je me mettrai derrière toi, je te montrerai les couplets, les refrains, etc. Et j'appuierai sur les boutons au début. Et c'est comme ça qu'on a fait l'émission au début avec Rémi Grimbach. Qui est devenu un gros. C'était lui l'assistant réalisateur. Ouais. Ah ben, vous avez eu du nez. C'est devenu un gros réalisateur de la télévision française. Alors vous avez produit des émissions, on va dire, pendant dans les années 73, 74, et puis après ça s'est arrêté. Non, ça s'est pas arrêté, c'est-à-dire que ça s'est transformé, on va dire. Ben, ça s'est transformé par la force des choses, parce que c'est Hachem qui a voulu que ça s'arrête, parce que normalement je devrais être là encore à faire mon émission du dimanche après-midi. Pourquoi ? Parce que un jour, l'émission marchait très très fort, c'était la plus grosse audience de la première chaîne, et un jour il y a un copain que j'aimais bien, qui avait beaucoup de talent, qui voulait beaucoup se faire de la variété alors qu'il était journaliste sportif, qui me téléphone, qui me dit « Guy, j'ai envie de rentrer dans ton émission parce qu'elle est formidable ». Et alors je lui dis, mais c'est un gros problème, parce qu'il y a Pierre Cangioni qui est dans l'émission. Il me dit, mais ça, c'est pas un problème, ça dépend du service des sports. Si tu es d'accord, le service des sports me délèguera dans ton émission. Je dis, moi, je vois pas d'inconvénient. Si tu as le hockey du service des sports, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que vient dans mon émission Michel Drucker. Ah. Voilà. Donc Michel Drucker rentre dans mon émission.
Et petit à petit, il fait des interviews en disant dans mon émission il y aura Alain Delon, il y aura Charles Aznavour et tout ça, alors que c'était moi qui prenais les contacts, etc. Et donc je faisais les rectificatifs. Donc les journalistes savaient que j'étais producteur de l'émission, donc ils faisaient les rectificatifs. Bon, mais une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, vous en avez eu marre de partir. Ça saoule. Non. Normalement c'était lui qui devait partir, mais Roland Dordain part de la chaîne et il est remplacé par Jacqueline Baudrier, qui devient patronne de la première chaîne, et elle prend comme chef de cabinet Jean Drucker, qui est le frère de Michel Drucker. Et à ce moment-là, c'était injouable pour moi, parce que c'était où je continuais, j'avais l'ulcère, ou bien. Ah mais c'est ça, ce sont les hasards. Donc de voilà, la vie, donc elle a a voulu que je coproduise l'émission avec Drucker. J'ai dit, moi je coproduis pas parce que si j'avais accepté de coproduire, je serais aujourd'hui encore coproducteur avec Michel. Ouais. Et j'ai dit non, parce que je peux pas donner une émission à Drucker si vous avez envie, si vous avez le droit de le faire. Mais cette émission, c'est mon émission. Vous êtes dans ma maison, vous venez chez moi, je vous dis. C'est un métier dur pour l'ego, hein. Ouais, mais bon, voilà. Donc à l'époque, j'étais très jeune. J'étais, je crois, le plus jeune producteur de la télévision. Et donc j'avais pas l'expérience, j'avais pas la faconde. Vous étiez brut de décoffrage. J'étais brut de décoffrage. Et donc je me suis levé, j'ai claqué la porte de Jacqueline Baudrier en lui disant des choses que je n'aurais peut-être pas dû dire, mais qui étaient réelles. Et puis voilà. Et alors donc sur ce, donc lui il a continué l'émission et il continue toujours le dimanche après-midi. Ouais. Et bon, je lui en veux pas parce que c'était sa chance, c'était la chance de sa vie pour cette émission. Il le savait et voilà. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Ça vous a emmené dans d'autres chemins. Il a du talent. Mais moi j'avais des enfants de 3 ans et de 2 ans, donc il fallait quand même que je gagne de l'argent et il fallait que je reprenne ma carrière. Donc c'est pour ça que vous avez repris le chemin des studios. Et des chansons. Et le premier disque, j'ai refait un tube avec Charlie Brown, qui n'était pas une chanson que j'ai écrite, mais que j'ai enregistrée, que j'ai produite. On va l'écouter tout de suite, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors vous avez même pas composé la musique, si, quand même. Non, c'était une chanson. Rien. Non, c'était une reprise. Ni paroles ni musique. Non, c'est une des rares reprises que j'ai faites. Et ça a cartonné. Ça a cartonné. Combien de ventes ? Je sais pas, 300 000, 400 000, ouais. Pas mal. Oui, mais c'était un gros succès, même en brésilien. C'est une chanson très connue, une chanson brésilienne très connue. Et donc j'ai pu remettre la machine en route et donc mes enfants ont pu manger. Et voilà. Et donc j'ai dit merci à Michel finalement, parce que j'ai recommencé à faire des succès grâce à donc les succès que je pouvais plus faire à l'époque, parce qu'on me traitait de chanteur Kleenex avant les émissions de télé. Donc après les émissions de télé, je refais des disques et je revends. Et ça marche. Voilà. Et puis, alors après, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Parce que on arrive doucement dans les années 80. Ouais, en 78, j'ai monté mon studio d'enregistrement et j'ai monté mon label et j'ai produit d'autres chanteurs. Donc ça aussi, c'était une facette de mon métier. Mais si vous regardez bien, on parle de casquette, mais c'est toujours ça tourne toujours autour de la même envie. C'est le chanteur qui produit des émissions de télé, c'est le chanteur qui compose pour d'autres, c'est le chanteur qui produit d'autres chanteurs. Donc c'est toujours mon métier. Donc je le connaissais bien. Et je crois que vous avez même produit le premier disco de France. Oui, j'ai fait un disque avec un chanteur formidable qui s'appelait Tony Pacino, que j'avais connu en tant que guitariste. Il était guitariste de Claude François dans les premières tournées Claude François, mais il avait une voix de fou. Et je l'ai retrouvé 15 ans après, et on a décidé de faire un petit chemin ensemble. Et puis on a fait la reprise de Come Prima en version disco. Et ça aussi, ça a cartonné. Ça, c'est une fierté quand même. Ouais, c'était bien. C'était bien. Alors j'ai fait d'autres chanteurs. J'ai fait aussi Noël Cordier, qui a fait un très très beau disque aussi qui s'appelait Mon cœur pour te garder. Enfin, j'ai fait plein de trucs sympas. Ouais.
puis j'ai monté un studio, comme j'avais le studio d'enregistrement, j'ai monté un studio de gravure, qui a été le studio de gravure le plus important de France, puisqu'on gravait presque 65% de toute la production phonographique française. Ça, c'est une facette de vous qui est beaucoup moins connue. Ouais, mais qui est importante. Oui, parce que je fréquentais les studios, donc je faisais des disques, donc j'allais dans les studios de gravure, et donc j'ai racheté le studio de Barclay qui vendait son studio à l'époque. Donc j'ai repris le matériel d'Eddie Barclay, et on a monté avec un autre copain, on a monté ce studio qui s'appelait Master One. Et si vous voyez les disques de l'époque, tous les disques, gravure Master One. Enfin, c'était une chouette période. Ouais, bon, c'était une période business, quoi. C'était parce que j'avais là aussi, après toute cette période, parce qu'il y avait toute la nouvelle génération, vous avez parlé de Starmania, de Michel Berger, etc. Donc on allait à autre chose. Donc les vieux de 65, ça va, ils ont fait leur temps. Ouais. Donc il fallait que vous êtes renouvelé. Voilà, je me suis renouvelé. Et puis en 86... Là, vous êtes parti complètement ailleurs. Non, pas vraiment. Bon, en tout cas, parce que j'avais fait l'apprentissage du patron de société, donc d'homme d'affaires, et donc j'ai eu l'idée de faire. Pourquoi ? Non, ça s'est pas forcément fait comme ça. Là, on parle pour ceux qui arrivent peut-être. La gauche on parle du Chorus Café, le fameux Chorus Café, le piano bar incontournable. En 81, je crois, je sais plus quand. Mitterrand, c'est 81. 81 est arrivé au pouvoir. Moi, j'étais pas trop socialiste à l'époque. Pas non plus aujourd'hui, mais cette France socialiste me faisait peur, et j'avais mes enfants qui étaient jeunes, et je voulais qu'ils aient une autre vision de la vie, quelque chose. Et donc j'ai pensé à partir aux États-Unis, mais aux États-Unis. Pas en Israël. Non. C'était pas au programme. Non, c'était pas. J'étais pas encore là-dedans. Pas encore là-dedans. Et il fallait que je fasse quelque chose là-bas. Et il m'est venu une idée de faire un restaurant avec des chansons françaises. Voilà, c'était déjà le point de départ de mon truc. Et puis j'ai failli vraiment. J'étais à 2 doigts de faire partir. Finalement, ça s'est pas fait. Et le dernier voyage avant le déménagement, je rentre à Paris et je vois Paris. Je me dis, mais je suis fou de vouloir partir. Entre-temps, j'avais fait plein de voyages aux États-Unis et c'était vraiment monnaie, dollar. Je dis, mais je suis pas programmé, formaté pour faire de l'argent, c'est pas mon truc de faire de l'argent un but. Donc j'ai remis ça dans le truc, mais l'idée du restaurant est restée. Et en 86, je dis, c'est le moment de faire mon restaurant avec les chansons françaises, mais pas les chansons françaises, parce que je voulais faire des chansons françaises, Édith Piaf, Maurice Chevalier et tout ça aux États-Unis. Là, vous voulez faire la nouvelle génération aussi. J'ai dit, non, c'était pas la nouvelle génération. On était en 86. Les chanteurs les chanteurs yéyés étaient ringards. On était des ringards. Et j'ai dit, moi, je suis sûr que le public a besoin de nous et a besoin de réécouter ces chansons. Et donc, je dis, je vais faire un endroit où on va chanter toutes les chansons des années 60. Je vais chanter les chansons de mes copains. Donc, et je vais inviter mes copains. J'ai pris une équipe avec Marco Benetas et ses musiciens. Et puis, on a monté un truc. Et puis, le succès est devenu exponentiel de semaine en semaine. Après l'ouverture du Chorus, il y a eu la création de Nostalgie et de Chéri FM, des radios qui ne passaient que des chansons des années 60. Les maisons de disques ont trouvé une manne, parce que finalement, ils ont réédité les chansons des années 60, etc. Donc ça fait beaucoup de Mais après, vous n'avez pas fait que des chansons des années 60. Vous vous êtes adapté avec le public, avec les gens qui venaient, avec... Non, moi je faisais les chansons. Moi, vous chantiez que ça, mais il y avait d'autres... Marco faisait tout ce qui se passait à l'époque. C'est ça. Donc il y en avait pour tous les goûts. C'est ça qui était intéressant.
intéressant chez Ce vous. qui était formidable, c'est que les gens, dans la première partie de la soirée, mangeaient, et je voulais qu'ils mangent bien. Et j'avais pris un chef qui était meilleur ouvrier de France, et on mangeait superbement bien. J'ai jamais mangé dans mon restaurant parce que c'était pas cachère, mais on m'a dit que c'était très bon. Et la deuxième partie, c'était moi qui chantais au dessert. Donc, je faisais les années 60 et je mettais le feu. Mmh. Et puis après, c'était Marco qui reprenait la suite et les faisait danser. Donc, les gens, au lieu d'aller dans 3 endroits différents, Ils allaient dans un seul endroit. Et puis, ils restaient jusqu'à 2 heures du matin. Alors, il faut dire que c'était quand même une plaque tournante pendant 20 ans. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont passés. Non, c'était une expérience de... fabuleuse. Merci Hachem. C'était formidable parce que j'ai pu vraiment m'exprimer complètement. D'abord parce que j'étais le chanteur qui chantait le plus en France, parce que je chantais presque 300 jours par an pendant 20 ans, enfin 22 ans. Et puis les autres, vos amis venaient vous voir. Il y a eu des rencontres formidables, parce que Gilbert Montagnier venait, je demandais rien, jamais à personne. Mais les gens venaient chanter quand même. Ils venaient tout de suite. Taper le bœuf, comme on dit. Johnny, un jour, est venu avec toute son équipe. Et, vous le saviez qu'il allait venir ou pas? C'était la surprise. Oui, non, il avait réservé. Ah, d'accord. Il avait réservé. Mais à un certain moment, il s'est levé, il a demandé la guitare de mon guitariste, et il s'est mis à jouer, et il a fait le bœuf avec les musiciens. Un moment inoubliable. Et ça, c'est un moment inoubliable. Il y a Benson qui est venu après un gala aussi, qui faisait au Rex. Ça, c'est un truc de fou. On n'a pas compris, parce que il arrive... Il y avait ces musiciens qui étaient arrivés avant lui, en disant on est les musiciens de... Bon, ils étaient habillés... de George Benson. Limite acceptable dans ma boîte. Quand ils ont dit ça, je dis peut-être qu'ils sont mythos, mais bon, apparemment... On ne sait jamais, on ne va pas les jeter dehors. On ne les jette pas. Donc, ils sont rentrés. Et 1 heure après, on voit débarquer Benson. Donc, on l'installe. Benson, c'est un mythe. Mythique. C'est un mythe. C'est un mythe. Pas que pour vous, pour et tout donc, le monde. il participe. C'était la fin de la soirée. Bon, est-ce qu'il a joué, Benson? Attendez. On a fantasmé. C'était un truc de fou parce que la soirée, elle battait son plein. Donc, c'était les gens sur les tables en train de danser, etc. Et lui, je l'avais mis dans un coin pour le protéger un petit peu des regards, etc. Et puis, à un certain moment, il se lève. Il va vers la scène. Son pianiste le suit. Son guitariste le suit. Et ils ont joué pendant 25 minutes. Et j'avais honte parce que je voyais Benson en train de transpirer comme s'il était sur une scène où il gagnait des milliers de dollars. C'était juste pour le plaisir. Pour le kiff, comme ça. C'était merveilleux. Bon, il y a eu plein de gens. Il y a eu Sean Connery qui est venu. Il y a Faye Dunaway qui a invité un mec qui enterrait sa vie de garçon à danser. Faye Dunaway qui danse dans le chorus. On a tous un souvenir mémorable chez vous. Je peux vous le dire. Je vous raconterai pas le mien, mais hors antenne peut-être. Mais je peux vous dire qu'on a tous des souvenirs mémorables. Oui, il s'est passé des trucs incroyables. Mais la cerise sur le gâteau, c'est quand Mitterrand est venu passer une soirée avec celle qu'on ne savait pas être sa fille, mais qui présentait comme sa nièce, avec Mazarine. Et il est venu en tête-à-tête avec Mazarine. Et c'était une soirée de ouf aussi. C'était après la guerre la guerre du Koweït. Où la France alors, vous nous dites... là, il y a tellement de choses à raconter. Là, vous nous dites qu'on mangeait bien chez vous, mais que vous ne mangiez pas dans votre restaurant. Est-ce à dire que vous aviez déjà amorcé un petit virage dans votre vie personnelle? Oui, non, le virage, je l'ai amorcé dès l'ouverture du chorus. Et pourquoi? Parce que c'était un moment où je savais que le chorus allait être une étape qui m'amenait à autre chose. Je le savais. Oui, mais pourtant, Israël, c'était pas du tout dans vos plans. Non, mais Hachem, c'était dans mes plans, déjà. Et je me suis aperçu, dans toute cette première partie de ma vie, j'ai rencontré des gens célèbres, des gens riches, des gens a priori qui n'ont aucun problème, etc. Et que j'ai connus dans leur intimité et qui étaient des paumés et des machins, etc. Donc j'ai dit forcément, l'argent c'est pas ça, la réussite c'est pas ça, la célébrité c'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre. Et comme je vous ai dit que depuis le début j'étais quelqu'un de très spirituel qui me posait, qui avait une recherche personnelle. J'ai dit quand je vais monter le Chorus Café,
je vais prendre un associé, parce que j'ai jamais eu d'associé dans ma vie. Je vais prendre un associé et c'est Hachem qui va être mon associé. Et donc j'ai dit, j'ouvre le restaurant. Et vous savez que dans la Torah, on dit que lorsqu'on a pris une décision, Hachem vous ouvre les portes. Le lendemain soir, il y a un copain qui s'appelle Zazou, que vous connaissez à Paris. Ben oui, bien sûr. Et qui me dit, Guy, et qui vient au restaurant. Il me dit, Guy, à partir de mercredi, c'est-à-dire le lendemain, je commence un cours avec un rav formidable. Et on va faire un cours d'1 heure tous les lundis. Ou tous les mercredis, je ne me rappelle plus. Je voudrais que tu viennes, etc. Je dis, ça tombe bien, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, je vais à la pizza de la rue Montmartre, et on monte à l'étage, et il y avait un rave que j'ai adoré. J'ai eu le coup de foudre, qui s'appelle le Rav Eman. C'est peut-être long. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il fait un peu chaud dans le studio, donc on demande juste... Et donc, c'est comme ça que j'ai connu le Rav Eman, et j'ai eu une grande chance, parce qu'il m'a ouvert il a répondu petit à petit, semaine après semaine, etc., à toutes les questions que je me posais. Alors là, ça a commencé votre grande chose. Et donc, voilà. Et puis les choses se sont accéléré. Après le Rav Eman, j'ai rencontré Baba Balour, le fils de Baba Saleh. J'ai rencontré David Pinto. Et il s'est passé des choses, peut-être qu'on en parlera dans une autre émission, des choses incroyables, parce que quand on commence une teshuva, il se passe des nissim monstrueux. Mais comment on arrive parce que, alors, il y a la démarche de l'étude, etc., mais quand on a un business qui marche bien, qu'on a une autre vie complètement, que Israël n'est pas du tout au programme, comment on arrive ici? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Vous avez forcément un truc qui vous a... Moi, je savais que ça ne marcherait que si j'étais... Parce que c'était un deal que j'avais fait avec Hachem. Et le Chorus Café, bien sûr, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais c'est venu d'ailleurs. C'est venu d'ailleurs. C'est parce qu'il a déclenché beaucoup de choses sur d'autres plans, etc. Et à un certain moment, je me suis remarié. J'ai eu deux autres enfants avec ma deuxième femme. Et ces enfants avaient 9 ans et 10 ans. Donc ils devaient passer un cap. Et j'ai dit, ce cap, je ne veux pas le passer en France, parce que je sais que j'avais... Toute ma vie, j'ai anticipé, j'ai vu les choses avant que ça se passe. Quand j'ai pensé que les gens allaient avoir envie d'écouter des chansons des années 60, on était considérés à l'époque comme ringards. Donc finalement, vous aviez raison. Et donc j'avais raison. Et là, je savais aussi que j'avais raison de vouloir quitter Paris. Mais c'était plus maintenant pour partir aux États-Unis ou au Canada. Donc j'ai dit, il faut que maintenant on rentre à la maison. Entre-temps, parce que j'avais acheté un appartement à Tel Aviv, et je pouvais pas passer plus de 4 ou 5 semaines loin d'Israël. Je venais 3 jours tout seul. Alors, il n'y a pas eu un élément déclencheur. C'est une accumulation de choses, de petits faits. Et à la maison, on continue, on avançait. Ma femme et moi, on avançait dans notre teshuva. Et c'est ça qui vous a fait monter. Bien sûr. C'est l'étude avec la teshuva. Et puis, parce que si vous avez l'étude et que vous ne faites pas ce que vous étudiez, ça ne sert à rien. C'est de la philosophie. Ouais. Donc c'est pas évident, quoi, de tout changer, d'arriver ici. Vous ne parlez pas l'hébreu aujourd'hui. Pas trop. Pas trop, non. Pourtant, ça fait longtemps que vous êtes là. Ça fait 15 ans, mais... Non, parce que j'ai pas fait l'Ulpan. J'ai eu le tort de pas faire l'Ulpan, mais à l'époque, je faisais les allers-retours parce que je faisais l'Aïa Boeing. Je chantais quand même le chorus continué, donc je faisais une semaine à Paris, ou 10 jours à Paris, 3 semaines ici. J'avais pas le temps de faire un Ulpan, et puis après, j'avais plus la force, plus l'envie. J'étudiais de plus en plus, donc je préférais pas faire. Donc aujourd'hui, vous partagez votre temps comment? Vous étudiez, j'étudie, ouais, et puis j'ai vraiment pris le goût à ça. La piqûre, donc j'étudie beaucoup. J'étudie 6, 7, 8 heures par jour, quoi. Ouais, donc ça me laisse pas beaucoup de temps. Vous ne faisiez pas autre chose. Vous n'aidez pas de jeunes talents. Non, vous ne composez plus. Ça, je crois que c'est fini. Je continue à écrire. On vient de terminer avec Sylvie Haddad
une comédie musicale qui est complètement terminée et qui est sur la création de l'État d'Israël. Un truc superbe. Ouais. Et donc, je ne sais pas comment on va la monter parce que c'est un problème de temps, de budget, de machin, je sais, d'énergie. On verra, on va voir. On va commencer par peut-être faire le disque. On l'embrasse, Sylvie. On en profite pour l'embrasser bien fort. Et on va peut-être écouter le dernier disque que vous avez sorti. Ça fait pas partie du best-of, c'est un petit album. Non, c'est 4 chansons qui devaient faire partie d'un... Voilà, on entend là. Ouais, j'ai fait une superbe chanson avec le Rav Sadin sur Alzheimer. Une très belle chanson. C'est ce qu'on écoute là. Elsa se meurt, ça sonne comme une chanson. Alzheimer, Alzheimer, c'est un si joli nom. Alzheimer, ça swing allemand, c'est du frisson. C'est l'âme bleue verticale et son fond. Quand l'esprit s'évapore, il ne reste que si peu. C'est incroyable, c'est fort, c'est un regard de feu. Le visage s'illumine de mer passagère. Quelque chose de plus beau que la logique binaire. Les mains tremblent sur tes cheveux dorés. La peau s'échappe, c'est du papier mâché. L'ombre s'affole aux 4 coins cardinaux. La boussole est cassée, tu t'évades du faux. Comme tu es belle, maman. C'est une magnifique chanson. Ouais, c'est une belle chanson. C'est quelque chose d'autobiographique. C'est pas ma mère, mais c'est mon père qui a eu un problème comme ça. Ouais, ça touche énormément de monde. D'ailleurs, nous allons avoir cette semaine une émission qui parle de ça lorsqu'on fait l'ALIA et qu'on est confronté à la maladie d'Alzheimer de l'un de nos proches. C'est pas toujours facile à gérer. C'est très dur de voir cette mémoire qui s'en va. C'est très très dur. Bon, bah alors vous continuez quand même à écrire de très belles chansons. Ah, mais je pense vraiment, si vous écoutez, venez à la maison écouter la comédie musicale. J'ai jamais écrit aussi bien que ces dernières années. Mais ça, c'est la terre d'Israël, ça. Ben sûrement. En tout cas, on voit que vous êtes heureux d'être arrivé à bon port, comme vous l'avez dit. Vous avez une vie riche, dense. Elle n'est pas terminée. Il paraît qu'arriver en Israël, c'est juste c'est pas un aboutissement, c'est un commencement d'autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais on rentre à la maison. Vraiment, on rentre à la maison. J'ai l'impression d'être à la maison. Et puis voir un de mes fils qui est maintenant dans la Torah, mais à un gros niveau. Ça vous fait plaisir. Ouais. C'était le bon chemin pour vous. Baruch Hashem. Ok. En tout cas, merci beaucoup. On était touchés de vous recevoir. C'était agréable de s'entretenir avec vous, de vous découvrir parce qu'on voit votre silhouette se balader dans les rues de Jérusalem. On se dit, mais c'est Guy Mardel, c'est Navo Jamais. Mais c'était pas que ça. Il y avait beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on a le plaisir de découvrir avec vous aujourd'hui. Et on vous remercie pour ça. Merci à vous. Voilà. À très bientôt. Quand vous voulez. Ciao. Jamais, jamais, n'avoue jamais que tu l'aimes.